Le bilan ne cesse de s'alourdir au Népal après le violent séisme d'hier. On craint ce soir plus de 2500 morts alors qu'une réplique très forte a été ressentie sur place, rendant l'arrivée de l'aide internationale plus compliquée. Regain de violence à Jérusalem et en Cisjordanie ce week-end. Plusieurs policiers israéliens ont été blessés lors d'attaques au couteau ou à la voiture bélier. 2 Palestiniens tués, un 3e arrêté ce matin. Commémoration de la journée de la déportation en France et partout en Europe aujourd'hui. François Hollande s'est rendu au Struthof en Alsace, le seul camp de concentration nazi construit sur le sol français. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Le bilan ne fait donc que grimper au Népal au lendemain du violent séisme qui a touché ce tout petit pays montagneux du continent asiatique. Plus de 2500 morts, des dégâts considérables et des milliers de personnes en situation de détresse, notamment sur le massif très prisé de l'Everest. Aujourd'hui, une violente réplique du séisme a même été ressentie jusqu'en Inde, à New Delhi. Julia Ganancia. Au Népal, l'urgence est partout et la terre continue à trembler. Déjà sous les ruines, le pays a de nouveau été victime de violentes secousses aujourd'hui, ressenties jusqu'au mont Everest. À Katmandou, des centaines d'immeubles ont été rasés et une partie de la ville est privée d'électricité. Certains habitants ont passé la nuit dehors, à même le sol, malgré le froid. Craignant de nouvelles secousses, ils ont préféré quitter leur maison plutôt que de s'exposer à un nouveau danger. J'ai vu les immeubles s'effondrer et d'autres tomber en morceaux. Alors les habitants sont sortis pour s'installer dans des tentes, là ils pouvaient se mettre. Il y a toujours des gens pris au piège, certains n'ont toujours pas été sortis des décombres. Hier on a ressenti la secousse et on savait que ça pourrait revenir. On a tellement eu peur qu'on a décidé de quitter la maison. Mais la peur est toujours là. Tout au long de l'après-midi, des corps sans vie sont dégagés des débris. Les secours creusent parfois à main nue dans les décombres ou munis de simples pioches. L'aide internationale commence à s'organiser, mais les défis logistiques sont immenses et le temps presse pour retrouver des survivants. La difficulté, c'est que nous avons un temps très limité. On a environ 72 heures pour agir et bien sûr, il y a toujours des exceptions. Ça arrive que l'on retrouve des survivants après cette période. Mais ça dépend beaucoup des conditions météorologiques. S'il fait froid, s'il fait chaud, si la personne trouve quelque chose à boire ou bien si elle est blessée. Dans les hôpitaux aussi, les secours tentent de faire face à la catastrophe. Submergés par les milliers de blessés, les médecins s'affairent. Les rescapés traumatisés souffrent parfois de multiples fractures. Ma jambe a été écrasée, mon cou cassé. Je viens d'une ville éloignée. Je ne mérite pas ça. Mon père a déjà tant de problèmes. Je suis blessé à la tête. S'il vous plaît, aidez-moi. Le séisme de magnitude 7,9 est le plus meurtrier du pays depuis 1934. Des temples effondrés, des bâtiments en ruine, des routes fissurées et des milliers de victimes. Le tremblement de terre a notamment provoqué l'effondrement de la tour historique de Darara, l'une des attractions touristiques de la capitale népalaise. Devenu aujourd'hui le tombeau de dizaines de visiteurs, il n'en reste quasiment que des décombres. Alors avec nous, Ethan Haddock, bonsoir. Vous êtes grand reporter, géophysicien, vous connaissez bien ce type de théâtre de drame naturel. On va d'abord expliquer que l'on se situe à un endroit où il y a eu des risques et il y a eu des secousses sismiques majeures. Oui, on est sur une zone du globe active d'un point de vue tectonique. On parle de tectonique des plaques, c'est-à-dire 2 plaques continentales en l'occurrence, la plaque eurasienne et la plaque de l'Inde qui convergent l'une vers l'autre à un rythme assez soutenu, de 20 mm, c'est assez conséquent par an, et donc forcément une accumulation de contraintes, d'énergie potentielle au fur et à mesure des années, et un moment ou un autre, lorsque cette énergie potentielle se libère, la contrainte se libère à un point de rupture, on ne sait jamais où exactement ça va se produire, mais on l'a vu que ça s'est produit dans le passé, ça continue aujourd'hui comme on l'a vu, et tout simplement une énergie très considérable se libère. Aujourd'hui on est sur une échelle d'amplitude, on parle de magnitude, on parle de 7,9, donc un séisme très fort, et avec les conséquences qu'on a vues aujourd'hui, surtout dans ce genre de région où, on va dire, de pays en développement, où les infrastructures ne sont pas aptes à supporter ce genre de séisme, puisqu'on a vu des constructions souvent assez précaires, de briques très, très friables, et donc les conséquences qu'on voit maintenant
maintenant. Ouais, ce qui veut dire d'ailleurs que les communications sont quasiment impossibles ce soir sur place et que l'aide internationale aura du mal à s'organiser. Vous êtes déjà rendu sur des opérations de secours après dans un type de catastrophe. C'est extrêmement compliqué à mettre en place dans l'urgence. Alors c'est là, moi j'étais aux Philippines il y a 1 an et demi avec la mission de Tsahal. On est dans une configuration, on est dans une urgence de temps parce qu'aujourd'hui il y a 2 phases. Il y a la phase de secourisme où il faut arriver, on parle des 48 heures d'or. 48 heures d'or parce qu'au-delà de 48 heures, dans les premières 24 ou 48 heures, on sauve pratiquement 90% des sauvetages ont lieu dans cette période de temps-là. Au-delà de 48 heures, ça devient très compliqué. On peut trouver des miraculés, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut arriver vite. Là, l'éloignement et l'infrastructure qui manque aujourd'hui fait que ça va être compliqué d'arriver dans les 48 heures. Mais on voit déjà des équipes qui arrivent. Il y a une équipe d'éclaireurs de Tsahal donc qui est déjà sur place et qui s'interface avec les autorités locales pour évaluer les besoins. Et on a vu ce soir, aujourd'hui, par déjà 2 avions de Tsahal pour mettre en place l'aide humanitaire. Mais la première urgence, ce sont les équipes de secourisme qui vont devoir sortir des décombres les personnes qui sont prises prisonnières par ces décombres. Alors je vous garde encore un instant. On va justement, puisque vous évoquiez la mise en place de l'aide apportée justement par les équipes spécialisées de l'armée israélienne, ce sont les premiers qui sont arrivés sur les lieux aujourd'hui. Une première équipe donc d'une dizaine de sauveteurs israéliens. Reportage, explication, Elsa Mimoun. Après l'annonce de la catastrophe au Népal, Israël a été l'un des premiers pays à réagir en décidant d'envoyer une délégation du commandement de la défense passive, Pikoud HaOref en hébreu, spécialisé dans les situations d'urgence comme celle-ci. Notre mission principale est de sauver des vies. Nous emmenons une importante délégation, 260 personnes, pour apporter notre soutien à la population népalaise. Parmi ces personnes, il y a également une équipe de recherche et de secours afin de pouvoir retrouver un maximum de victimes ensevelies sous les décombres et les sauver. Nous allons également construire un hôpital de campagne afin de pouvoir soigner les victimes. 90 tonnes de matériel et d'équipements médicaux accompagnent la délégation la plus importante jamais envoyée par l'armée israélienne à l'étranger. Une unité composée essentiellement de réservistes, parmi lesquels des médecins et du personnel de santé. Nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine. Nous sommes allés dans divers endroits déjà à travers le monde. Notre mission, apporter notre soutien à un maximum de monde et être le plus rapide possible sur place. Leur première mission à l'étranger remonte à l'année 1998 au Kenya, où plusieurs explosions avaient visé l'ambassade des États-Unis. Depuis, l'unité a pu réaliser jusqu'à une vingtaine de missions, au moment notamment du tremblement de terre en Turquie il y a 15 ans, ou plus récemment celui de Haïti en 2010. La dernière en date, en 2013, s'était déroulée aux Philippines, quand le typhon Haiyan avait ravagé une partie du pays. Nous parlons beaucoup avec la délégation de l'ONU pour coordonner nos missions, également pour être au bon endroit, au bon moment, en somme être le plus productif possible. Il n'y a pas de frontières quand les personnes ont besoin d'assistance. Objectif, être le plus rapide possible car chaque minute compte pour sauver le maximum de vies, réduire les blessures et les dommages matériels. La délégation devrait opérer sur place pour au moins les 2 prochaines semaines. Alors, Ethan Haddock, vous avez accompagné justement cette délégation lors de la dernière opération aux Philippines. Là, ça va être beaucoup plus compliqué, à votre avis, d'agir qu'après un typhon ? Alors, après un typhon, on était arrivé à J+7, une semaine après, pour surtout soutenir les populations qui étaient en manque de tout. Cette fois, on est sur une opération d'abord de sauvetage, donc des équipes qui sont très techniques et aussi physiques. L'idée, c'est d'abord d'arriver donc sur un lieu qui s'est effondré et de comprendre la configuration de l'effondrement, à savoir quels sont les blocs qui empêchent d'arriver à la victime, les axes de rotation, mettre en place, utiliser des moyens mécaniques il y a toujours des ingénieurs d'ailleurs qui accompagnent et qui font partie de ces équipes, en plus des équipes médicales, et qui vont identifier la manière de soulever tous ces blocs avec divers moyens techniques. On a des étais, il faut étayer, il faut sécuriser l'endroit pour pouvoir arriver jusqu'à la victime sans la blesser davantage, soulever des blocs à l'aide de systèmes de levier, les axes de rotation. Il y a toutes sortes de matériels qui permettent, pneumatiques aussi, de soulever tous ces décombres et d'arriver finalement à la victime. Des fois, lui porter secours déjà lorsqu'elle est encore sous les décombres parce qu'elle s'est souvent déshydratée. Elles vont arriver après 48 heures. Donc des victimes, même si elles ne sont pas blessées,
elles sont en état de déshydratation assez avancé. Si elles sont blessées, c'est encore pire. Des premiers soins qui sont souvent prodigués alors qu'elle est encore sous les décombres, jusqu'à l'accès à la victime et jusqu'à ce qu'on réussisse à sortir et donc à l'emmener vers justement l'hôpital. Aujourd'hui, je crois qu'ils vont mettre en place 2 hôpitaux, un hôpital très important où ils vont pouvoir effectuer des opérations chirurgicales. Donc en général, on l'a vu à Haïti, surtout notamment, les équipes de Tsahal sont très 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 performantes sur la dimension médicale de terrain. Ce qui vaut d'ailleurs rapidement une notoriété très importante pour Tsahal. Évidemment, ce n'est pas pour cela qu'ils vont intervenir sur ce genre d'opération, mais cela joue beaucoup pour la notoriété de l'armée israélienne. C'est évident, on l'a dit, l'officier l'a dit, l'idée c'est d'aller aider à n'importe quel endroit du globe à tout moment. Une équipe très aguerrie, très expérimentée depuis 1984, elle a été créée cette unité et aujourd'hui elle est très performante, très efficace. Merci beaucoup Ethan Haddock, je rappelle que vous êtes donc grand reporter géophysicien. Alors, vous parliez de cette équipe qui est déjà arrivée, en tout cas une délégation d'éclaireurs. Le gros de l'aide apportée par l'armée israélienne part en ce moment même de l'aéroport Ben Gourion, où l'on va retrouver tout à l'heure et tout de suite même Maxime Pérez. Maxime. Bonsoir Jean-Charles. 2 avions cargo Hercule avec à leur bord près de 95 tonnes d'aide humanitaire et de médicaments. La délégation israélienne partira tout à l'heure normalement aux alentours de 22h30 pour le Népal. Une mission évaluée pour le moment à 15 jours et qui comptera près de 260 secouristes et médecins appartenant au commandement de la défense passive de l'armée israélienne, une unité réputée qui a déjà effectué de nombreuses missions similaires. Et sur place, à Katmandou, la tâche de cette unité sera double. Tenter d'abord de secourir dans les décombres d'éventuels rescapés du séisme et puis, dans un deuxième temps, soigner sur place les blessés dans un hôpital de campagne qui sera normalement rendu opérationnel dans un délai de 12 heures. Il faut dire qu'il s'agit de l'opération la plus importante opération de secours donc menée par l'armée israélienne hors de ses frontières depuis le typhon dévastateur qui s'est abattu aux Philippines. C'était en novembre 2013 et à l'époque, plus de 2600 personnes avaient été secourues par l'armée israélienne. Merci donc Maxime Pérez. On reviendra tout à l'heure avec d'autres aspects justement de ce qui se passe actuellement au Népal et une conséquence inattendue d'ailleurs de ce séisme puisque des bébés nés de mères porteuses et de parents israéliens sont en attente justement d'être évacués en urgence évidemment depuis le Népal. Week-end de tensions et de violences meurtrières en Cisjordanie et à Jérusalem. Un attentat à la voiture bélier visant des policiers israéliens a fait 3 blessés hier soir. Le conducteur palestinien a finalement pu être interpellé ce matin. 2 autres Palestiniens auteurs d'attaques au couteau ont également été tués vendredi et samedi en Cisjordanie. Léa Volbert. Ce dimanche matin, la police israélienne a procédé à l'arrestation d'un Palestinien soupçonné d'être le chauffeur de la voiture bélier qui a fait 3 blessés samedi soir à Jérusalem-Est. 3 policiers, une jeune femme âgée de 20 ans et 2 hommes plus légèrement blessés. Le suspect est âgé d'une trentaine d'années. Il vient du camp de réfugiés de Chouafat. Après avoir délibérément foncé sur ces 3 policiers, il abandonne la voiture sur place et prend la fuite. Le week-end a été rythmé par de violents affrontements entre Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes. Ici, à Jérusalem-Est, devant ce point de passage à Zaïm, un jeune Palestinien a tenté de poignarder des gardes-frontières samedi après-midi. Ali Al-Ghanam, 17 ans, a immédiatement été abattu. Nous avons été choqués d'entendre l'annonce de la mort de notre cousin. C'est un martyr. Il est arrivé au point de passage et les soldats lui ont tiré dessus sans aucune raison, sans qu'il les ait attaqués. Les témoins nous ont dit qu'ils avaient vu les soldats le tuer. Parallèlement, des heurts éclatent dans le quartier d'origine du jeune homme, près du mont des Oliviers. Une grève générale est alors déclarée, poussant de nombreux commerces à fermer leurs portes. À peine quelques heures plus tard, à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, un autre Palestinien, âgé de 20 ans, est touché par des tirs de représailles de policiers israéliens. Sur ces images amateurs, on voit le jeune homme s'élancer vers les forces de l'ordre. Il est alors armé d'un couteau. Il blesse grièvement un policier à la tête et à la poitrine. Il est neutralisé et meurt à la suite de ses blessures pendant son transport vers l'hôpital de Jérusalem. Plus tard dans la soirée de samedi, un car est la cible de cocktails Molotov sur l'autoroute qui relie Jérusalem à Tel Aviv. Le car ne transporte aucun voyageur. Le chauffeur est quant à lui légèrement blessé. Ce dimanche, des milliers de personnes étaient rassemblées pour les funérailles du jeune Palestinien mort en Cisjordanie. Son corps, enroulé dans un drapeau du Hamas, a été porté jusqu'au cimetière de son village d'Edna, près de Hébron, au son de chants anti-israéliens.
Alors on va retrouver tout de suite d'ailleurs en direct de Jérusalem Daniel Haïk. Bonsoir Daniel. D'abord on aura besoin de savoir si toutes ces attaques ont été coordonnées. Est-ce qu'il y a un lien à établir entre tous ces attentats de ce week-end en Cisjordanie et à Jérusalem ? Il n'y a pas un lien direct, Jean-Charles. Ces 3 attaques, on peut le dire, n'ont pas véritablement surpris les forces de sécurité israéliennes. Le ministre de la Sécurité intérieure, Yitzhak Aharonowitz, a affirmé qu'il fallait s'attendre à une recrudescence de ce genre d'attentats. Mais il faut comprendre, il s'agit de loups solitaires qui agissent. Et en fait, on peut parler d'un effet de boule de neige. À partir du moment où un attentat, entre guillemets, réussit pour les Palestiniens, eh bien, il y a d'autres Palestiniens qui sont intéressés à poursuivre dans cette voie et qui donc cela suscite un intérêt particulier et pousse les Palestiniens à commettre de nouveaux attentats. C'est un peu ce qui s'est passé durant le week-end après l'attentat qui a coûté la vie il y a de cela 10 jours à Shalom Cherki. Alors, également autre question, Daniel Haïk, le Hamas cherche en ce moment, on le voit, à se réimplanter en Cisjordanie. Est-ce qu'il peut être là aussi derrière tout cela ? Alors, écoutez, la dernière fois qu'il y avait eu une tension de ce type, c'était en octobre dernier. À l'époque, les Israéliens avaient accusé Mahmoud Abbas d'avoir attisé la tension en appelant à protéger la mosquée d'El-Aqsa. On n'est pas du tout actuellement dans le même contexte. On est dans un contexte de confrontation entre le Hamas et l'autorité palestinienne et le Fatah. Il y a une confrontation très claire dans les territoires en Judée et Samarie depuis plusieurs semaines. Le Hamas se renforce, on l'a vu avec sa victoire lors des élections à l'université laïque très pro-Fatah à l'origine de Birzeit, et on le voit, il renforce, il accentue ses menaces puisqu'il a appelé à capturer, à enlever des Israéliens. Donc le Hamas reprend du poil de la bête dans les territoires, et face à cela, eh bien, on assiste à une coopération, un renforcement très intéressant de la coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne et les forces de sécurité israéliennes qui les forces ont arrêté il y a 15 jours 29 terroristes palestiniens affiliés au Hamas qui menaçaient de s'en prendre à Mahmoud Abbas. Et puis il y a eu aussi aujourd'hui des arrestations de l'autorité palestinienne, de responsables du Hamas. Donc il y a une véritable coopération étroite entre les forces de sécurité israéliennes et palestiniennes, et c'est de ce point de vue un bon point. Rapidement, Daniel, y a-t-il des tensions ce soir ? On craignait peut-être des incidents à la tombée de la nuit. Est-ce que Jérusalem est calme ? Écoutez, nous sommes à l'entrée du village d'Atour. C'est vers minuit que doivent se dérouler les obsèques du jeune Ali Mohamed Abou Ghanem qui a été tué vendredi soir alors qu'il tentait d'attenter à la vie d'un soldat, d'un garde frontière à l'un des barrages proches de là où nous nous trouvons. Mais les forces de sécurité ont pris leurs dispositions. Il ne devrait pas y avoir plus de 50 à 70 personnes qui participeront à ces obsèques. Tout est fait pour que le calme revienne le plus rapidement possible dans cette région. Merci Daniel Haïk, donc en direct de Jérusalem. En Syrie, l'armée d'Assad tente de remettre la main sur une importante ville de la province de Latakia tombée ces jours-ci aux mains des rebelles. Si ce revers se confirme, ce serait un énorme coup dur pour Assad et ses alliés du Hezbollah notamment, au moment où une nouvelle frappe de l'aviation israélienne aurait eu lieu vendredi soir sur un dépôt de missiles du Hezbollah en Syrie. Maxime Pérez. Des entrepôts de missiles Scud appartenant au Hezbollah. C'est la cible qu'auraient visé des chasseurs non identifiés vendredi soir dans la région montagneuse de Kalamoun, à cheval entre le Liban et la Syrie. Pour la presse arabe, les appareils étaient israéliens. Ils auraient frappé 3 bases stratégiques des forces d'Assad, les 115e et 92e divisions de l'armée de terre, ainsi que la 65e brigade de blindés. Toutes ces unités ont la responsabilité des derniers stocks de missiles balistiques du régime. Des témoins affirment que plusieurs explosions ont retenti dans les villes de Yabroud, Kara et Al-Koutaïfa, au nord-est de Damas. Près de 48 heures après les faits, silence radio des autorités israéliennes. La dernière fois que des frappes ont été attribuées à Tsahal, c'était le 18 janvier dernier dans la province syrienne de Kouneitra. Au moins 6 membres du Hezbollah, dont son chef militaire Djihad Mournier, avaient trouvé la mort dans un raid aérien. 10 jours plus tard, en représailles, 2 soldats israéliens étaient tués par des tirs de la milice chiite à la frontière libanaise. Ce nouvel incident fait ressurgir le spectre d'une escalade entre l'armée israélienne et le Hezbollah.
dont l'homme fort, le cheikh Hassan Nasrallah, avait juré que plus aucune attaque israélienne ne resterait impunie en Syrie ou au Liban. Mais en Syrie justement, le Hezbollah est en mauvaise posture, entraîné malgré lui dans les déroutes successives de l'armée syrienne face à la rébellion. À Alep et Idlib le mois dernier, dans la province sud de Deraa, ou encore ce week-end à Jisr al-Shugour, une ville stratégique menant à l'attaquer et au littoral syrien. Le poumon du régime d'Assad se trouve désormais menacé à tout moment d'un assaut djihadiste. Celui-ci pourrait marquer un tournant après 4 ans de guerre civile. Alors avec nous, Raphaël Jérusalemi, bonsoir. Vous êtes ancien officier dans le renseignement militaire de l'armée israélienne. D'abord, évidemment, cette frappe attribuée à Tzahal, mais qui ne sera évidemment jamais confirmée comme c'est le cas. C'est plausible qu'Israël ait cherché à frapper de nouveau en Syrie ? C'est plausible comme un avertissement au Hezbollah, aussi comme un échauffement, puisque le commandant de l'armée de l'air israélienne a cette semaine annoncé aux Libanais qu'ils devaient être prêts à recevoir une forte frappe de Tzahal si jamais le Hezbollah reprenait du poids de la bête et tentait d'attaquer Israël. Donc il y a eu ces avertissements, il y a cette nécessité de s'entraîner et de attaquer avant d'être attaqué, donc c'est tout à fait plausible. Donc ça veut dire que les transferts continuent, que le Hezbollah cherche toujours à amener des armes, on va dire, pour menacer Israël depuis la Syrie ? Plus que jamais, puisqu'on a appris récemment que le Hezbollah avait même construit des pistes d'atterrissage non loin de la frontière syrienne pour recevoir des équipements dont nous savons que l'adresse finale et ultime est Israël, puisque sur les 100 000 missiles dont dispose le Hezbollah, aucun n'a été pratiquement tiré sur les ennemis du Hezbollah, sur ISIS, même pour le compte d'Assad. Donc l'adresse est claire, ils sont en réserve malheureusement pour nous. Pour Israël. Donc alors, l'autre question ce soir, c'est cette ville stratégique près de l'attaquer, donc tout près de la côte, que le régime syrien aurait perdu. Ça veut dire que là, ça peut changer la donne si l'accès à la mer est donné aux rebelles et aux djihadistes notamment ? Oui, l'accès à la mer est extrêmement important. Les Américains, la coalition générale, savent depuis le 24 mars que cette attaque des rebelles syriens va avoir lieu. Je ne dirais pas qu'ils l'ont soutenu physiquement, mais enfin, ils savent, ils ont laissé faire. C'est OK d'une certaine manière pour affaiblir les forces d'Assad. Et d'un autre côté, ça peut être dangereux parce que ça veut dire que Al-Qaïda a un accès à la mer. Al-Qaïda a aujourd'hui une base portuaire. Au plein sens du terme, c'est qui sur le plan stratégique change la donne. Est-ce que ça signifie aussi qu'aujourd'hui Assad, ses alliés iraniens et Hezbollah sont affaiblis puisqu'ils perdent du terrain et de manière significative ? Ils perdent du terrain. Le fait que Israël, appuyé par une certaine partie du monde arabe, puisse déclarer ouvertement au Liban ou à l'Iran qu'on ne se laissera pas faire, même si ce sont des paroles, ça peut être suivi par des actes qui seront agréés par une grande partie du Proche-Orient. Donc c'est un changement complet du jeu. Là où la question se pose, est-ce que la dissuasion israélienne sera plus forte que la pression iranienne sur le Liban ? Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi. Je rappelle que vous êtes ancien officier dans le renseignement militaire de l'armée israélienne. On va revenir très vite au Népal, puisque je vous parlais tout à l'heure de cette extrême difficulté à joindre des témoins sur place, car les liaisons téléphoniques sont très compliquées. Nous sommes, semble-t-il, en ligne et on va tenter donc en tout cas de dialoguer pendant quelques instants avec Salia qui se trouve donc à Katmandou ce soir, qui a vécu cet événement très spectaculaire, donc ce séisme de 7,9 sur l'échelle de Richter. Bonsoir Salia. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez donc nous raconter comment vous avez vécu ce qui s'est passé hier, ce séisme ? Alors, j'ai l'impression...
La liaison s'est coupée, on va y revenir, on va essayer en tout cas de retrouver Salia dans un instant en direct. Donc depuis Katmandou, tout cela est évidemment très compliqué. Au Yémen, aujourd'hui, eh bien, l'aviation de la coalition arabe a repris ses frappes sur Sanaa qui est tenue par les rebelles chiites. Les combats au sol continuent de faire rage entre les forces de l'ancien président et les rebelles chiites alors que l'intervention de la coalition entre dans son deuxième mois. Aux États-Unis, de nouvelles violences ont éclaté la nuit dernière à Baltimore après la mort d'un Noir américain qui a succombé à ses blessures lors d'une interpellation musclée effectuée par des policiers. Des manifestants s'en sont pris la nuit dernière aux forces de l'ordre. Ils ont également pillé des magasins. La police a réussi à ramener le calme, mais de nouveaux incidents pourraient éclater demain lors des obsèques prévues de la victime. Joseph Emmanuel. La manifestation dans le centre-ville de Baltimore a tourné à l'affrontement avec la police. Plusieurs véhicules ont été endommagés, de nombreuses vitrines brisées et leurs magasins pillés. Le rassemblement à la mémoire du jeune Freddie Gray avait pourtant commencé dans le calme. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. Les manifestants réclament la lumière sur les circonstances de la mort de Freddie Gray, jeune noir de 25 ans, décédé dimanche dernier, quelques jours après son arrestation. Donc ce qui doit se passer et ce que les gens réclament, c'est que quelqu'un soit inculpé, que quelqu'un soit tenu responsable pour la mort de M. Gray. Voici mes enfants et ma fiancée. Nous sommes ici pour Freddie Gray, nous ne sommes pas ici pour la violence. Nous sommes ici parce que ce qui est juste et ce qui est injuste est injuste. Freddie Gray est arrêté par la police le 12 avril dernier. Il est alors inculpé car il a sur lui une arme blanche. Sur ces images filmées par des passants, on voit deux policiers le maintenir au sol avant de le traîner et de l'introduire dans un fourgon. Une arrestation violente dans laquelle le jeune homme se serait brisé des vertèbres cervicales. Il n'aurait reçu d'assistance médicale qu'après de longues minutes et décède le 19 avril des suites de ses blessures. Les milliers de personnes descendues dans les rues ont probablement contribué à l'ouverture rapide de plusieurs enquêtes. Objectif : reconstituer les 45 minutes qui séparent l'interpellation de l'appel d'une ambulance depuis le commissariat de police. Les autorités redoutent une affaire Ferguson bis, car Freddie Gray n'est pas le premier jeune homme noir à mourir des suites d'une banale interpellation policière. On va se retrouver dans un instant après une pause pour de nouveau évoquer ce séisme meurtrier au Népal. 2500 morts, je vous le rappelle, c'est le dernier bilan. On essaiera de reprendre contact, si les liaisons téléphoniques le permettent, avec une témoin sur place donc, de ce qui s'est passé, qui essaiera de nous raconter en tout cas dans quel état d'esprit se trouvent les habitants sur place ce soir. Et puis on vous parlera également et de cette étonnante situation dans laquelle se trouvent des bébés nés de mères porteuses au Népal, des bébés appartenant à des parents israéliens et que l'on tente de faire évacuer d'urgence ce soir, donc après ce séisme. On se retrouve dans un instant, juste après la pause. Restez avec nous. Le bilan ne cesse de s'alourdir au Népal après le violent séisme d'hier. On craint ce soir plus de 2500 morts alors qu'une réplique très forte a été ressentie sur place, rendant l'arrivée de l'aide internationale beaucoup plus compliquée. Regain de violence à Jérusalem et en Cisjordanie ce week-end. Plusieurs policiers israéliens ont été blessés lors d'attaques au couteau ou à la voiture bélier. 2 Palestiniens tués, un 3e arrêté ce matin. Commémoration de la journée de la déportation en France et en Europe. Aujourd'hui, François Hollande a choisi de se rendre au Struthof en Alsace, le seul camp de concentration nazi construit sur le sol français. On prend la direction tout de suite de Katmandou au Népal où on établit une liaison téléphonique évidemment très compliquée vu les circonstances avec Salia. Bonsoir Salia, rebonsoir. Je vous demandais il y a quelques instants de nous raconter comment vous avez vécu ce qui s'est passé. Ça devait être très impressionnant. Oui, alors la première secousse a été vraiment violente. J'étais à la maison avec ma famille et on était immobiles, impossible d'aller ni à l'extérieur, ni sous la table. Enfin, tout ce qu'on a appris, c'était un peu inutile. Ensuite, on est évidemment allé dehors, enfin tout le monde était affolé, tous les voisins sont sortis et il y a eu des après-secousses
quasiment aussi violente à peu près toutes les demi-heures jusqu'à 1 heure après la première secousse qui était hier, donc à midi. Voilà, ensuite on pensait que ça allait se calmer, mais finalement il y a eu vraiment énormément d'après-secousses, donc c'était très, très, très terrifiant. Est-ce que les dégâts sont très, très importants? Vous constatez autour de vous qu'il y a un vrai spectacle de désolation? Alors, c'est vrai que on a traversé la ville aujourd'hui parce qu'il y a eu de nouveau un grand après-choc à 1h de l'après-midi. On a traversé la ville et les routes sont fissurées. Tous les anciens monuments historiques du Népal, les sites de l'UNESCO sont tous détruits, quasiment tous, enfin ceux qu'on voit dans les journaux et aussi d'autres. Au niveau des bâtiments, il y a à peu près un bâtiment sur une 10-15aine de bâtiments qui sont détruits, mais beaucoup sont fissurés. Complètement détruits, on en a vu peut-être une 10-15aine entre l'ambassade où je suis en ce moment et ma maison. Donc c'est pas, enfin, c'est impressionnant parce que tous les monuments historiques qui sont justement à Katmandou sont détruits. Il y a une tour qui s'appelle le Tarara, qui est une grande tour sur laquelle les personnes peuvent monter et puis voir la vue de Katmandou. Elle a été complètement détruite. Beaucoup de temples ont été détruits, enfin voilà. Est-ce que les secours sont organisés, qu'il y a déjà beaucoup de solidarité qui se met en place? Alors, c'est surtout au niveau des personnes entre elles. C'est vrai que dans chaque petit groupe de maisons, les personnes se sont rassemblées dans un centre où il y a un terrain assez vide. Eh bien voilà, je pense qu'on a perdu là de nouveau, mais c'est normal, hein, les liaisons sont extrêmement compliquées. Donc Célia, qui était en direct de Katmandou au Népal après donc ce séisme particulièrement meurtrier. 2500 morts, hein, je vous le rappelle, c'est le bilan et il n'est encore que provisoire. Et je vous parlais également de ces personnes évacuées en priorité depuis le Népal. Il y a parmi elles des mères porteuses népalaises avec des bébés appartenant à des couples israéliens qui ont eu recours donc à ce procédé de mères porteuses. En plus de l'urgence humanitaire, se posent également de nombreux problèmes juridiques liés à leur situation. Reportage Julien Baloul. Il y a eu d'abord le choc devant les images du drame au Népal. Puis, en Israël, l'inquiétude pour les proches bloqués sur place, et parmi eux 24 bébés nés de mères porteuses il y a à peine quelques jours. Rapidement sur Facebook circule une photo de jeunes parents devenus sans abri et la mobilisation se met en place pour les ramener au pays. À Tel Aviv, les bureaux de Doron Mamet se transforment en cellules de guerre. Son agence aide les couples gays à devenir parents en ayant recours aux mères porteuses. Nous avons 16 bébés qui viennent de naître au Népal grâce à des mères porteuses. Nous tentons de les évacuer au plus vite, peut-être même dès demain ou le jour suivant. Au sein du Likoud, le parti du Premier ministre Netanyahou, on s'active également. Amir Ohana notamment est intervenu dès les premières heures auprès du gouvernement pour tenter d'apporter des solutions. J'ai immédiatement appelé Gilad Erdan, le ministre de l'Intérieur, ainsi que Miri Regev, la chef de la commission parlementaire de l'Intérieur à la Knesset. Les deux ont été d'une grande aide. Dès les premiers instants, l'État d'Israël a pris la décision d'une part de rapatrier sans délai les bébés, mais également de compléter les démarches administratives exigées en Israël plutôt qu'au Népal, comme c'est généralement le cas. Mais au-delà des bébés déjà nés et en attente d'être rapatriés, ce sont aussi les futurs parents qui sont inquiets pour la survie de leur mère porteuse. Le bébé de Ronen est censé naître dans les tout prochains jours. Depuis 24 heures, lui et son avocat sont en alerte.
Mais problème, en Israël, les couples gays ne sont pas autorisés à avoir recours aux mères porteuses pour devenir parents. Le gouvernement se retrouve donc face à un choix difficile, transférer à Tel Aviv ces mères en faisant une exception à la loi, ou bien les laisser au Népal, malgré les dangers sur place. C'est une question de vie ou de mort, parce que si elle ne peut pas venir et doit accoucher là-bas, à Katmandou, sa vie ainsi que celle du bébé pourrait être en danger, et personne ne souhaite cela évidemment. Quelques minutes à peine après l'interview, Ronen reçoit par SMS une déclaration officielle du ministère de la Justice. Ils acceptent de faire venir les mères porteuses de Katmandou en Israël. On attend de voir ce qui va se passer, mais c'est une excellente nouvelle. Il est encore trop tôt pour savoir quelle mère porteuse sera autorisée à monter dans l'avion, mais quoi qu'il arrive, la décision du gouvernement est inédite. Jamais, dans l'histoire du pays, des mères porteuses de couples gays n'ont pu accoucher en Israël. Voilà donc pour l'un des aspects de ce séisme donc, au Népal. On va maintenant évoquer, et on l'a vu tout à l'heure, à quel point les communications étaient compliquées sur place. On va évoquer justement les réseaux sociaux qui jouent un rôle important. Avec vous, Rudy Saada, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Cela aide notamment à retrouver ceux qui sont toujours portés disparus. Ils sont nombreux. Ouais, vous l'avez dit, c'est un contexte où les lignes téléphoniques sont parfois coupées, les réseaux électriques sont parfois hors service. Donc Internet est un des meilleurs moyens de donner signe de vie aux familles, tout simplement. Car certaines zones sont reliées pour un court instant à l'Internet 3G. C'est dans ce contexte que Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, a annoncé hier soir la mise en place du dispositif Safety Check. Safety Check, c'est un dispositif très simple qui avait été créé en octobre 2014. Il avait été créé l'idée était venue après le tsunami au Japon en 2011. Alors, le principe est assez simple. Si vous vous trouvez dans la zone du séisme, Facebook vous invite à confirmer le fait que vous êtes bien en vie avec une simple pression sur votre smartphone. Et puis de l'autre côté, les proches, eux, qui pourraient s'inquiéter, voient apparaître une liste d'amis présents dans la fameuse zone d'accident. Et donc une liste se constitue automatiquement et on sait petit à petit qui parmi ses amis a donné des nouvelles ou non. Donc c'est un système ultra simple qui donc est pour la première fois expérimenté par Facebook dans ces circonstances dramatiques. Alors on le voit, Rudy, les réseaux sociaux aujourd'hui ont pris le pas en termes d'information sur les procédures officielles. Oui, parce qu'il y a l'angoisse en fait des familles et les réseaux sociaux sont devenus finalement le premier réflexe le plus rapide. La force de diffusion d'une photo aussi fait aussi en sorte que un appel à témoins peut être relayé très rapidement des milliers de fois. C'est pour ça qu'on voit naître partout dans le monde des pages pour retrouver des touristes au Népal portés disparus. Alors en Israël par exemple, une page a été créée pour diffuser la photo de portés disparus. Alors je rappelle qu'il y a 2000 touristes israéliens qui sont actuellement au Népal et un peu moins de 200 d'entre eux n'ont toujours pas donné signe de vie ce soir. Merci Rudy Saada. Et puis j'ajoute qu'en raison des difficultés également de communication, la plupart des vols organisés par l'aide internationale, notamment celui des Israéliens, ne peuvent pour l'instant pas décoller donc, de leur pays d'origine parce que l'aéroport de Katmandou n'est pas en état de les recevoir. En Europe, commémoration aujourd'hui de la journée des déportés. En France, le président François Hollande avait choisi une visite très symbolique en Alsace, dans le camp de concentration du Struthof, le seul camp construit sur le territoire français par les nazis. Léa Berdugo. Journée nationale de la déportation, 70e anniversaire de la libération des camps. Deux occasions pour François Hollande de se rendre au camp de Struthof dans le Bas-Rhin, camp de concentration nazi où furent déportées 52 000 personnes originaires de toute l'Europe. Le président de la République a souligné que les pires exactions pouvaient toujours se produire. À Paris, le Premier ministre Manuel Valls a rappelé l'importance de la transmission de l'histoire et de la mémoire. Il a également souligné la nécessité de continuer la lutte. La lutte contre la barbarie n'est pas terminée. Alors, sans rien oublier du passé, poursuivons le combat de nos aînés, votre combat. Poursuivons le chemin que par leur courage, tous les déportés nous ont montré. À Bergen-Belsen, en Allemagne, où sont morts plus de 50 000 déportés et 20 000 prisonniers de guerre, le président Joachim Gauck a rendu hommage à la Grande-Bretagne pour la libération du camp en avril 1945. Il a également tenu à se focaliser sur la transmission. 70 ans, c'est presque toute une vie. Autant de temps que les images et les histoires de Bergen-Belsen ont secoué le monde.
Mais aujourd'hui encore et à l'avenir, ces images continueront de faire réfléchir le monde, de nous dérouter ainsi que nos enfants et de nous pousser à nous demander pourquoi. 70 ans après la libération des camps, cette cérémonie a été l'occasion pour les dirigeants européens de fustiger les messages de haine et de mettre en avant la culture démocratique européenne. En France, du nouveau dans l'enquête sur l'attentat déjoué la semaine dernière à Villejuif. 3 hommes auraient été interpellés aujourd'hui en région parisienne, soupçonnés d'être des complices potentiels de Sid Ahmed Glam. Par ailleurs, une marche blanche a eu lieu tout à l'heure à Caudry, dans le Nord, ville dont était originaire la jeune femme tuée par le terroriste la semaine dernière. 3000 personnes y ont participé. Léa Volbert. Silence, recueillement, rose blanche, en la mémoire d'Aurélie Châtelain. Environ 3000 personnes ont défilé à Caudry, la ville dont est originaire la jeune femme froidement assassinée dans sa voiture dimanche dernier par Sid Ahmed Glam. Nous sommes tous et toutes très touchés par des disparitions si brutales. Nous sommes tous sous le choc et dans l'incompréhension totale. Pourquoi toi? Toi qui étais si heureuse de vivre, toi qui avais toujours un magnifique sourire. La jeune femme avait 32 ans, ancienne conseillère municipale, professeure de danse et de fitness, mère d'une petite fille de 5 ans. Et nous voulons répondre justement à ces mouvements de haine par de l'amour, par du partage et par une vie partagée. Son assassin, Sid Ahmed Glam, un jeune Algérien de 24 ans, est soupçonné d'avoir fomenté des attentats contre 2 églises de Villejuif. Il a été mis en examen vendredi et placé en détention provisoire. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait abattu la jeune femme après avoir cherché à voler sa voiture. C'est vraiment, on est là au mauvais moment, au mauvais endroit, et ce qui prouve bien que n'importe qui peut être victime du terrorisme. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à montrer à tout le monde, toutes les victimes, qu'on est solidaire avec elles. Ce dimanche, 3 hommes soupçonnés d'être complices de Sid Ahmed Glam ont été placés en garde à vue. L'un d'entre eux est un Français de 27 ans. Son ADN a été identifié sur une brosse à cheveux découverte dans l'appartement parisien de Sid Ahmed Glam. Appartement qui abritait tout un arsenal, gilets pare-balles, kalachnikov, munitions, liste de cibles potentielles. Les services de renseignement soupçonnent ce projet d'attentat d'avoir été télécommandé à distance par un ou des hommes probablement établis en Syrie. Alors, invité avec nous dans ce studio ce soir, David Assouline, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste de Paris. Merci d'être avec nous. On va évoquer, puisqu'on a vu tout à l'heure François Hollande et Manuel Valls à l'occasion de la journée de la déportation, eh bien, un sondage qui est publié aujourd'hui et qui a été, et c'est ce qui est intéressant, publié et effectué auprès des sympathisants de gauche. On le voit à l'image, c'est Manuel Valls qui apparaît le mieux placé pour la présidentielle, en tout cas qui a les préférences de ses sympathisants de gauche pour la présidentielle de 2017, et on le voit avec un score quand même eh bien, qui le place relativement en avance par rapport à Martine Aubry et surtout François Hollande qui n'est qu'à 18% donc auprès des sympathisants de gauche. Ségolène Royal en 4e position, 13%. David Assouline, quand on est un élu de gauche, donc socialiste, quels enseignements on tire? Parce que ce serait une première dans la Ve République qu'un président ne soit pas en état finalement de se eh bien, représenter. Oui, mais justement, le sondage, c'est un état de l'opinion, au mieux. À un moment donné, on n'est pas dans ce moment-là de choisir qui sera notre candidat pour l'élection présidentielle de 2017. Le président de la République, aujourd'hui, est à la tâche. Et il sait très bien que sa popularité dans l'opinion et ses chances de pouvoir l'emporter à nouveau seront liées à la situation économique et sociale, à l'état du pays, et il a encore du temps, son mandat c'est 5 ans, pour que ces résultats arrivent. Et je pense qu'il y a quelques embellis aujourd'hui qui peuvent changer la situation en même temps. Je suis très heureux que Manuel Valls soit populaire à gauche. Ça dément beaucoup de préjugés de certains, y compris dans mon propre camp, qui considéraient qu'il n'était pas dans l'épicentre de ce que peut représenter la gauche. Il le traitait souvent de droitier, et qui puisait sa popularité dans un autre électorat, ce qui, je le sais depuis le début, n'est pas vrai. C'est un homme déterminé, qui a du talent. Quand on est Premier ministre de la France et qu'on a cette popularité à gauche, ça prouve que l'action qu'il engage et ce qu'il incarne, son charisme aussi, est apprécié. Ben, voilà. Mais si justement, alors il est en tête aujourd'hui, est-ce qu'il y a un congrès important qui va avoir lieu bientôt au Parti Socialiste? Est-ce qu'on pourrait eh bien, faire pression peut-être
ou employer d'autres termes pour dire finalement ce serait le meilleur candidat pour nous en 2017. Non, mais ça ne se pose pas comme ça. D'abord, très franchement, il est Premier ministre de François Hollande qui l'a nommé. Si la situation n'était pas bonne pour la gauche, c'est-à-dire une situation où on serait amené à perdre, il serait emporté dans le même rejet de l'action du gouvernement depuis 5 ans. Or, aujourd'hui, avec nous tous, on essaye de faire en sorte que le bilan soit positif. Et il le sera, j'en suis certain. Beaucoup de choses a déjà été fait, d'autres choses vont être faites, et sa popularité sera aussi à l'aune de cela. Les personnalités viendront un peu après pour représenter un projet pour 2017, et nous sommes, je le dis d'ailleurs souvent, y compris aux frondeurs qui comprennent un peu cela, on est assis sur la même branche, où la gauche qui gouverne réussit, et on réussira tous ensemble, qu'on soit plus ou moins à gauche ou qu'on soit plus ou moins avec telle personnalité, ou ensemble on perdra. Pour cela qu'il faut, bien entendu, souvent demander des corrections, faire en sorte que, par exemple, le pacte de responsabilité aujourd'hui profite plus à l'investissement, que ce soit plus ciblé. On peut faire des propositions, mais on doit comprendre que la solidarité, pour que ça réussisse, parce qu'il n'y a pas photo avec la droite, parce que la droite a un programme de régression sociale, c'est ce qui va dominer, et c'est ça que va discuter le Congrès. Notre capacité à nous rassembler, arrêter qui est sur les plateaux 10 sons de cloche, et puis avancer ensemble, le moment venu, sérénité pour choisir. Je pense que la logique de la Ve République, comme vous le dites, c'est que si ça va bien, c'est le président sortant qui, en toute logique, porte les couleurs. C'est le cas encore aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle de cette loi sur le renseignement qui fait débat, et on a vu avec ce nouvel attentat qui a été déjoué en France cette semaine dans un tragique concours de circonstances. Certains disent qu'elle ne va pas assez loin, d'autres disent ça va trop loin, ça va porter atteinte à certaines libertés. Est-ce que vous avez l'impression justement que, compte tenu de ces attentats et de ces menaces qui se perpétuent, il aurait fallu faire plus là-dessus ? Je ne connais pas beaucoup de personnalités politiques qui disent que ça ne va pas assez loin. C'est notamment, j'ai entendu M. Raffarin, qui est un sénateur reconnu, Premier ministre de la France pendant quelques années, qui disent qu'il faut voter cette loi, qu'il faut arrêter les surenchères de tous les côtés. C'est une loi qui essaye de conjuguer deux choses, l'exception de la situation, qui est une situation où on doit s'armer nous-mêmes pour défendre la démocratie contre des terroristes qui, eux, ne respectent aucune règle pour arriver à leur fin, et en même temps préserver la démocratie. Donc on avait dit pas de mesures d'exception genre Patriot Act, qui n'a pas fait preuve d'ailleurs de beaucoup d'efficacité, mais des mesures exceptionnelles dans une situation exceptionnelle. Je crois que c'est une loi équilibrée, c'est une loi qui, en plus, il y a tout le temps derrière le contrôle du juge, etc. Donc nous sommes dans une démocratie, mais notamment pour tout ce qui est Internet, et on a vu à quel point cette organisation archaïque dans ses projets et moderne dans ses moyens de recruter et d'attaquer les démocraties. Et donc il faut répondre à ce niveau. Je pense que cette loi sera soutenue, y compris par ceux qui critiquent aujourd'hui. J'ai entendu Benoît Hamon dire qu'il n'y a pas d'alternative à choisir cette loi, mais il faudra toujours être vigilant, bien entendu, sur le fait que les procédures, le contrôle du juge, c'est pas des pleins pouvoirs qu'on donne à n'importe qui, parce que vous savez, les pays peuvent changer de main. Là, aujourd'hui, c'est François Hollande. Moi, je veux faire attention à ce que si un jour c'est Marine Le Pen qui dirige la France, elle n'ait pas les moyens de se retourner contre tout le monde comme ils font dans certaines municipalités aujourd'hui. Dernière question, on va évoquer un sujet qui évidemment mériterait plus de temps, mais on n'a pas. Les migrants, aujourd'hui on a vu que Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, avait dit qu'il n'y a pas de solution militaire à cette situation tragique des migrants en Méditerranée. Certains disaient au contraire qu'il fallait aller peut-être intervenir en Libye pour là où se passent tous ces trafics. Vous êtes sur quelle ligne à votre avis ? C'est l'Europe qui doit accueillir ces réfugiés ? Mais bien sûr, bien sûr qu'il y a des réponses politiques, il y a des réponses économiques. Les gens partent quand ils... donc ça, vous savez, on est beaucoup à avoir quitté nos pays d'origine, et donc on doit toujours s'en souvenir. Et là, il y a une crise humanitaire. Ce n'est pas possible d'être l'Europe avec ce qu'elle
incarne comme valeur pour le monde, comme modèle parfois, et se dire qu'il y a des pays pauvres autour de la Syrie qui absorbent un nombre de réfugiés incroyable. Regardez le Liban, regardez la Jordanie, regardez même la Turquie, et dire que pour même pas un dixième, toute l'Europe, cette force économique, cette étendue territoriale, laisse mourir en Méditerranée de cette façon. Donc il faut une réponse humanitaire généreuse. Et puis derrière, eh bien, effectivement, régler les problèmes politico-militaires et économiques qui produisent ces moments de... Personne ne quitte son pays de gaieté de cœur quand il se met sur un rafio. Certains le choisissent. En Europe, des fois, on choisit d'aller vivre en Israël, par exemple, aux États-Unis ou ailleurs. Mais on sait que ces migrations sont des migrations du désespoir. Moi, j'en connais qui ont été rescapés, qui ont vu mourir dans la mer Égée des amis, des Syriens, des Afghans, et qui ont pu s'en sortir en nageant 8 heures dans la nuit. Voilà, quand ils ont trouvé un accueil en France, aujourd'hui, ils parlent français et ils cherchent un boulot. C'est cette vision optimiste des choses qu'on doit avoir. Arrêtez de fermer les yeux parce que les générations futures nous demanderont des comptes. On a fermé les yeux. Il ne faut pas qu'on ferme les yeux. Merci David Assouline, sénateur PS de Paris. Merci d'avoir été notre invité. Merci. C'est un exercice médiatique très prisé aux États-Unis, le traditionnel dîner organisé à la Maison-Blanche pour les correspondants de presse accrédités. L'occasion pour le président Obama de se livrer à un discours sur un ton très différent de ceux que l'on a l'habitude d'entendre. L'humour sur des sujets qui ne le sont pas toujours. Et ça marche. Léa Berdugo. Le rituel est invariable. Chaque année, à l'occasion du dîner des correspondants de la Maison-Blanche, il est d'usage pour le président de faire preuve d'ironie et d'amuser la galerie. Et pour le cru 2015, Barack Obama évoque d'entrée de jeu, en plaisantant, le peu de temps qui lui reste à la Maison-Blanche. Il a aussi abordé, avec autodérision, son étiquette de leader prétentieux. Après 6 ans de présidence, certains disent encore que je suis arrogant, distant, condescendant. Et il y a vraiment des idiots. Pas étonnant que je ne les rencontre jamais. Ce dîner est également l'occasion pour Barack Obama d'évoquer les récentes tensions avec le pouvoir israélien et le chef de l'opposition républicaine John Boehner. En filigrane, la critique du discours de Benjamin Netanyahou devant le Congrès américain. J'ai l'air si vieux que John Boehner a déjà invité Netanyahou pour mes funérailles. Et pendant ce temps, Michel n'a pas pris une ride. Je lui ai demandé quel était son secret et elle a seulement dit des fruits et légumes frais. C'est agaçant. Le président américain ne s'est pas privé d'épingler Hillary Clinton, candidate à sa succession. Il a ridiculisé le ton plutôt modeste qu'elle a voulu donner à sa campagne. Aucune offense de la part de l'intéressé, car devant les correspondants de la Maison-Blanche et tout le gratin d'Hollywood, tout est permis. Alors on va retrouver justement en direct de New York notre correspondant David Benaïm. Bonsoir David. Donc c'est un discours effectivement très drôle, mais avec quand même une pique qui n'est pas passée inaperçue, celle envers Netanyahou. C'est toujours en liaison avec ce discours au Congrès qui n'a pas été digéré par Obama ? Oui, je pense que c'est surtout une façon de s'en prendre aux républicains plus qu'autre chose. Il faut imaginer la scène devant plus de 2000 invités composés d'hommes politiques, de journalistes, de stars d'Hollywood et de la télé. Obama a ironisé sur le fait que la présidence l'a tellement vieilli que John Boehner, le leader républicain au Congrès, a déjà invité Netanyahou pour faire un discours lors de ses funérailles. Mais c'est avant tout une soirée sous le signe de l'humour, donc il ne faut pas y voir autre chose qu'une plaisanterie. C'est une tradition ici de se plier une fois par an à l'exercice de l'autodérision et sur le ton de la moquerie. Tout le monde a eu droit à sa petite phrase, les services secrets américains, même les républicains au Congrès, sur qui il a fait une analogie entre les 47 sénateurs qui ont écrit une lettre au président iranien et 47 ayatollahs qui auraient écrit une lettre au Congrès pour leur dire comment fonctionne le régime de Téhéran. Même les chaînes de télé tout à fait en ont pris pour leur grade. Donc, Bon, il y a aussi la petite phrase pour Clinton, Hillary Clinton qui lance sa campagne. Justement, quelles sont les relations aujourd'hui entre Obama et Hillary Clinton ? Les relations sont plutôt correctes en fait.
c'est vrai qu'elle n'a pas échappé au pic du président. Il a fait référence à la crise des emails en montrant un photomontage à l'appui, qu'il pensait que son compte Instagram devrait plutôt être à la source de ses problèmes. Et pour ironiser sur le ton plutôt modeste qu'elle a voulu donner à sa campagne en se lançant à la rencontre des Américains moyens à bord d'un minibus, Obama a dit d'un ton grave: pour de nombreux Américains, les temps sont durs. J'ai une amie qui, il y a quelques semaines, gagnait des millions de dollars par an et qui vit maintenant dans un van dans l'Iowa. Pour moi, la scène à la fois la plus drôle et la plus incisive de la soirée a été sans doute quand Obama a fait appel au comédien Keegan-Michael Key pour faire une traduction colérique en simultané de ses propos politiquement corrects. Je vous invite à regarder l'intégralité de son intervention sur les réseaux sociaux et sur le site d'i24 News. Ça vaut vraiment le détour. Merci beaucoup David Benaïm, donc correspondant d'i24 News en direct de New York. Un mot de sport, ça vient de tomber, ça vient d'Allemagne. Le Bayern de Munich est champion sans avoir joué cet après-midi grâce à la défaite de Wolfsburg à Mönchengladbach 1-0. C'est le 25e titre de champion d'Allemagne remporté par le club bavarois entraîné par Guardiola et qui va donc pouvoir se concentrer sereinement sur sa demi-finale de Ligue des Champions à venir très bientôt contre Barcelone. On va se retrouver dans un instant pour évoquer la position d'Israël vis-à-vis du génocide arménien, car avait lieu aujourd'hui une rencontre très importante entre le président de l'État d'Israël et les représentants de la communauté arménienne en Israël. On en parle dans un instant, à tout de suite. Le bilan n'a cessé de s'alourdir depuis hier au Népal après le violent séisme. On parle ce soir de plus de 2500 morts alors qu'une réplique très forte a été ressentie sur place, ce qui rend l'arrivée de l'aide internationale très compliquée pour le moment. Regain de violence à Jérusalem et en Cisjordanie ce week-end. Plusieurs policiers israéliens ont été blessés lors d'attaques au couteau ou à la voiture bélier. 2 Palestiniens tués, un 3e arrêté ce matin. Puis la commémoration de la journée de la déportation en France et en Europe. Aujourd'hui, François Hollande avait choisi de se rendre au Struthof en Alsace, le seul camp de concentration nazi construit sur le sol français. Et en liaison justement avec cette journée de la déportation en Europe, on va évoquer la reconnaissance du génocide arménien qui fait toujours débat. On a marqué le centenaire de cette tragédie vendredi dernier. Et aujourd'hui, vous le voyez sur ces images, le président israélien Reuven Rivlin a reçu les représentants de la communauté arménienne en Israël. Ces derniers veulent qu'Israël parle officiellement de génocide pour parler de cette tragédie. Écoutez ce que le président Rivlin a répondu. Personne à Jérusalem ne nie les massacres qui ont été commis. Comme vous le savez, cela reflète mon opinion personnelle. Nous avons un devoir moral d'attirer l'attention sur ces faits, aussi horribles soient-ils, ne pas les ignorer. Le peuple arménien a été la première victime de tueries de masse de l'histoire moderne. Voilà, tuerie de masse des temps modernes. Dror Even-Sapir, bonsoir, analyste politique sur i24 News. Donc le mot génocide n'est pas employé par Reuven Rivlin. Alors, le mot génocide n'est pas employé et puis le président israélien ne dénonce pas en fait l'auteur du crime, à savoir bien évidemment l'Empire ottoman, la Turquie. Et ça lui a été reproché par les gens qu'il a reçus, par les représentants de la communauté arménienne en Israël. Il y a une évolution tout de même, il y a une évolution dans le discours. Les représentants israéliens parlent davantage que par le passé d'un massacre de masse. Alors les termes sont très soigneusement choisis, on ne parle pas de génocide, mais il y a quelques semaines, lorsque ce même Reuven Rivlin, le président de l'État d'Israël, s'était adressé devant la tribune des Nations Unies à l'occasion de la journée internationale de la mémoire de la Shoah, justement, eh bien Rivlin, à l'époque, avait utilisé un terme qui pouvait se rapprocher du terme de génocide, massacre des membres du peuple arménien, pas massacre du peuple arménien en tant que tel, donc pas le terme de génocide n'avait pas été employé, mais on a pu constater tout de même dans l'usage des termes employés une certaine évolution. Et puis dans la classe politique israélienne et également dans la société civile israélienne, de plus en plus de voix s'élèvent pour qu'Israël reconnaisse officiellement le génocide du peuple arménien. Il y a une pétition
récemment enseigné par plusieurs dizaines de grands esprits, de membres éminents du monde des lettres et du monde de l'esprit en Israël et du monde des arts. Et puis pour la première fois cette année, eh bien, Israël était représenté officiellement aux commémorations en Arménie, commémoration des 100 ans du génocide, mais représenté par une délégation d'un assez bas niveau, puisque seulement 2 députés en fait étaient présents, aucun ministre. Ouais, alors ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, il y a un progrès, hein, vous le dites, mais en même temps, Israël est prudent vis-à-vis de la Turquie, alors que les relations entre les deux pays ne sont pas au beau fixe, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, on aurait pu s'attendre justement à ce que cette détérioration très nette des relations entre Jérusalem et Ankara soit l'occasion pour les représentants israéliens de reconnaître officiellement le génocide arménien. Ce n'est pas le cas, et à cela 3 raisons essentielles. La première, c'est qu'il y a peut-être encore à Jérusalem une volonté de recoller les morceaux cassés avec la Turquie, qui reste tout de même, qu'on le veuille ou non, une puissance de poids dans la région. Deuxième explication possible, l'Arménie est considérée comme ayant des relations assez étroites avec l'Iran. Or, l'Iran est considéré par les dirigeants israéliens, par Netanyahou, comme le principal ennemi d'Israël aujourd'hui. Troisième raison, et ça c'est important, l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan avec qui Israël entretient de très étroites relations. L'Azerbaïdjan qui voit d'un très mauvais œil le programme nucléaire de l'Iran. L'Azerbaïdjan avec qui Israël entretient des relations très étroites dans le domaine économique, dans le domaine de la coopération militaire également. Il se murmure que ce pays aurait donné à Israël son feu vert pour l'usage de son espace aérien en cas d'une éventuelle attaque israélienne contre les installations nucléaires de l'Iran. Donc c'est pas rien. Or, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, vous le savez, entretiennent des relations exécrables. Il y a régulièrement des incidents sur la frontière entre ces deux pays. Et justement, les dirigeants de l'Azerbaïdjan reprochent à l'Arménie d'avoir perpétré des massacres contre des civils azéris. Encore récemment, l'Azerbaïdjan s'est insurgé contre la reconnaissance du génocide arménien par le Parlement européen tout récemment. Par conséquent, il est très probable qu'Israël rechigne à reconnaître le génocide arménien pour ne pas froisser les susceptibilités, non pas de la Turquie, mais de l'Azerbaïdjan. Eh ben voilà, on va justement s'intéresser à tout cela. On va en parler avec 2 invités. Israël a-t-il une responsabilité particulière justement vis-à-vis de l'histoire à reconnaître ce génocide arménien? On va en parler avec vous, Shlomo Balzan, bonsoir. Vous êtes intervenant au musée Yad Vashem de la Shoah, donc à Jérusalem. Vous présidez l'association Alumim, des enfants cachés de la Shoah. Et puis en ligne avec nous, Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France notamment. Bonsoir Avi Pazner. Bonsoir Jean-Charles. Alors vous avez une position là-dessus qui est celle qu'elle est, c'est-à-dire que vous pensez qu'Israël ne peut pas pour l'instant reconnaître ce génocide. Oui, je commencerai par expliquer ma position d'une autre manière, Jean-Charles. Quand on parle de génocide, moi je ne vois devant mes yeux que la Shoah. Et je la vois parce que moi je suis 2e génération de rescapés de la Shoah. Et je crois que la Shoah, c'est le seul génocide qui a été perpétré au XXe siècle contre un peuple tout entier. C'est vrai qu'il y a eu des drames, il y a eu des massacres, il y a eu des tragédies, et certainement l'Arménie est une immense tragédie, comme est la tragédie du Rwanda, ou comme vous avez vu en Bosnie ou en Espagne dans la guerre civile. Il y a eu des massacres, il y a eu des tragédies immenses et je crois qu'Israël doit se recueillir devant ces tragédies. Mais la Shoah, l'Holocauste, est particulière parce qu'il s'agit là de la destruction d'un peuple tout entier, ou du moins d'un plan de destruction, je dirais même de destruction à l'échelle industrielle d'un peuple tout entier. Et il est vrai que le 3/4 ou le 4/5 des Juifs d'Europe ont péri dans cet holocauste, où 6 millions de Juifs ont perdu la vie. Donc, quand on parle de génocide, moi, je vois devant mes yeux la Shoah. Alors, et c'est vrai qu'il y a d'autres tragédies. Un instant, on va vous répondre là-dessus. Je voudrais que Shlomo Balzan donne son regard justement d'historien. Après, je vous redonnerai la parole sur la position diplomatique d'Israël. Shlomo Balzan, est-ce que vous partagez ce que vient de dire Avi Pazner, c'est-à-dire que la Shoah, le génocide, doit être réservé pour la tragédie du peuple juif? La Shoah a des particularités extrêmement précises qui fait une certaine spécificité de la Shoah. D'après le droit international, ont été reconnus comme génocide l'Arménie, le Cambodge, le Rwanda, bien sûr la Shoah,
et les événements de Bosnie dans les années 1990. Ce qui est intéressant, c'est que à Yad Vashem, le professeur Yehuda Bauer enseigne les différences qu'il y a entre ces différents génocides, en mettant effectivement l'accent sur la spécificité extraordinaire, je m'excuse du mot, entre guillemets, de la Shoah. Mais nous enseignons aujourd'hui, et l'Université de Tel Aviv, dans différentes universités, les différentes formes de génocide. Et je pense qu'il est extrêmement important de parler du génocide arménien, de le définir comme génocide, bien que ce soit des particularités et des paramètres un peu différents, pour différentes raisons. J'ai beaucoup étudié les textes de M. Jean Jaurès, député au Parlement à Paris, qui en 1896 fait un discours sur les 200 000 massacrés en Arménie par l'Empire ottoman, qui prévient ce qui va se passer plus tard, si quelque chose va éclater, et ensuite, en 1915, 1,5 million de personnes vont être massacrées. Ce silence du monde, ce cri poussé par des intellectuels, des politiques qui n'ont pas été entendus, le silence de l'Europe, Jean Jaurès parle beaucoup du silence de l'Europe, le silence du monde risque de se répéter. Et là-dessus, je comprends bien que la Shoah est tout à fait différente. Je suis également de la deuxième génération et plus de 40 personnes de ma famille sont mortes dans la Shoah. Mais il est très important au point de vue éducatif, au point de vue humain, au point de vue transmission, de parler des différentes formes de génocide. J'ai parlé ici, sur cette antenne, je crois, il y a quelque temps, du génocide rwandais. Et j'ai guidé une délégation de Rwandais à Yad Vashem. Et ils m'ont demandé, je leur ai demandé pourquoi vous êtes venus. Et j'ai répondu la réponse de Emmanuel Lévinas. On se voit toujours dans les yeux de l'autre. Ils ont compris ce qui leur arrivait dans mes histoires. Et moi, j'ai compris la Shoah dans leurs yeux à eux. Je pense que c'est très important de rentrer dans les faits historiques sans rentrer dans les considérations politiques que je comprends. Mais que je crois qu'il est important aujourd'hui d'établir un enseignement des différents génocides. Alors, Avi Pazner, le volet diplomatique maintenant, du fait qu'Israël ne reconnaisse pas aujourd'hui ce génocide arménien, pourquoi, selon vous, ce n'est pas le moment? Écoutez, premièrement, je vous ai expliqué que beaucoup d'Israéliens ne voient pas dans la tragédie terrible de l'Arménie un génocide, mais il y a le volet diplomatique. Évidemment, car il s'agit là non seulement, comme il a été dit sur votre plateau, d'une question humanitaire et morale, mais il s'agit aussi d'une question politique. Et sur les 200 pays du monde, il y en a 32 qui ont reconnu politiquement le génocide arménien. Israël ne l'a pas fait. Et je peux le comprendre, car il y a controverse si c'est un génocide ou non. Et si c'était clair que c'était un génocide, Israël aurait dû le reconnaître. Mais comme, à mon avis, ce n'est pas clair. Donc, il y a là aussi un aspect politique de nos relations avec la Turquie, qui sont exécrables, qui sont terribles depuis la venue d'Erdogan au pouvoir, mais qui existent, mais qui sont là. Et il ne faut pas oublier que la Turquie est une grande puissance du Moyen-Orient, avec 80 millions d'habitants, un potentiel énorme, militaire, politique, économique, et qu'Israël se doit d'essayer de maintenir ce minimum de relations avec ce pays. J'espère qu'un jour, Erdogan ne sera plus là, qu'on pourrait alors avoir des relations normales avec la Turquie, et peut-être alors il y aura une nouvelle atmosphère, il y aura d'autres possibilités. Pour le moment, c'est dangereux pour Israël de prendre les devants sur une question où l'on n'est pas sûr. C'est vrai qu'il y a ceux qui pensent que c'est un génocide, il y a d'autres qui pensent que non. Donc, je dis, dans cette question, dans le doute, abstiens-toi et essaye de maintenir les meilleures relations possibles avec un pays dont le gouvernement est extrêmement problématique pour Israël, mais dont l'importance au Moyen-Orient est primordiale. Alors, je voudrais qu'on écoute, juste avant de vous faire réagir là-dessus, des réactions justement de chefs d'État à propos, donc, et à l'occasion de ce centenaire du génocide arménien. Est-ce que le terme est employé par la plupart des grands chefs d'État? On écoute quelques réactions.
Le centenaire du génocide arménien, c'est un appel à la paix et à la réconciliation. Il y a en Turquie des mots importants qui ont déjà été prononcés. Mais d'autres sont encore attendus pour que le partage du chagrin puisse devenir le partage d'un destin. Nous devons également, nous, Allemands, faire notre travail de mémoire, à savoir une co-responsabilité, voire même une potentielle complicité dans le génocide arménien. Il y a eu des militaires allemands qui ont participé à la planification et pour une part à la mise en place des déportations. La communauté internationale doit tout faire pour que les événements tragiques du passé ne se répètent jamais, de sorte que toutes les nations puissent vivre dans la paix et ne pas connaître les horreurs de l'hostilité religieuse, du nationalisme agressif et de la xénophobie. Alors, Shlomo Balzan, il y a une question de quoi? De prise de responsabilité. Est-ce qu'Israël, d'ailleurs, a une responsabilité particulière à reconnaître ce mot de génocide pour le génocide arménien? Pour moi, oui. D'un autre côté, je comprends très bien les enjeux politiques, mais par contre, ce que tout historien exige, c'est ceux qui travaillent sur les problèmes des génocides exigent, c'est de dire les faits exacts, qu'est-ce qui s'est passé. Et là-dessus, si effectivement, d'après le juge Lemkin, le massacre des Arméniens en 1915 est considéré comme un génocide, ça doit être exact. On doit étudier tous les faits qui se sont passés là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a débat ou pas pour vous aujourd'hui? Il y a débat? Pour moi, non. Ouais. Pour moi, c'est un génocide. Mais il ne devrait pas y avoir de débat. C'est ça, il ne devrait pas y avoir de débat. Ça ne change rien, les positions politiques de tel homme ou de tel homme. Bon, je comprends, on peut se servir comme on se sert de la Shoah pour toute manipulation politique et défendre telle thèse ou telle thèse. Je comprends qu'on se sert du génocide arménien pour défendre telle thèse ou telle thèse. Mais l'histoire est là. Nous devons dire qu'est-ce qui s'est passé. Il y a 1,5 million de personnes qui ont été massacrées. Et Jean Jaurès décrit avec des textes terribles ce qui s'est passé. Merci. Donc je pense que c'est du côté historique qu'il faut aller. Merci Shlomo Balzan, merci d'avoir été là. Merci à Avi Pazner qui était en direct avec nous. Merci Dran Ben Sapir. On va se retrouver dans un instant avec un invité qui a décrypté le discours de Marine Le Pen, la présidente du Front National, et qui l'a comparé à celui de son père. Il sera avec nous dans un instant, Stéphane Wanisch.